Bienvenue à Conte policier. Dans un village anglais tranquille, une veuve cache une lettre qu'elle n'ose pas envoyer. Ce soir, Miss Marple sent le silence avant que la vérité ne parle. D'où écoutez-vous et avez-vous déjà résolu un mystère auparavant? Versez maintenant. Préparez-vous quelque chose de chaud, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. Les cloches de l'église Sainte-Marie-Mead sonnaient avec leur joie dominicale habituelle, malgré une légère hésitation dans l'air, comme si le son lui-même percevait le malaise du village. Ce n'était pas le ciel clair qui planait sereinement sur les toits de tuiles, ni le sermon prononcé avec un optimisme éprouvé par le révérend Léonard Clément. Non, le malaise commençait sur le deuxième banc, en partant du premier, où Madame Harriet Weatherby, veuve depuis peu de Gossamer Cottage, s'évanouit doucement dans son livre de prière. Il y eut un bruissement, un murmure, puis la chorégraphie bien rodée de l'inquiétude des petites villes se déploya. La voix de Madame Price Ridley rompit le silence. Pauvre petite, ce devait être la chaleur ou le chagrin, bien sûr, mais ce n'était pas la chaleur, c'était février. Miss Marple, 3 rangs plus loin, observait la scène avec un calme si doux qu'il aurait pu passer inaperçu. Elle remarqua non seulement la pâleur de Madame Weatherby, mais aussi l'étrange raideur de la femme du pasteur qui l'aidait à se relever. C'était un détail trop subtil pour que quiconque puisse remarquer le serrement de sa mâchoire, ce léger pas en arrière de dégoût. Lorsque Madame Weatherby fut escortée dehors, s'éventant avec un mouchoir de lin bleu pâle, l'incident avait pris des allures de commérage. L'orgue commença son postlude, et la sympathie de l'assemblée se transforma rapidement en curiosité. Une veuve qui s'évanouit à l'église, chuchota mademoiselle Hartnell à sa compagne. Il y a du sens là-dedans, vous pouvez en être sûr. En moins d'1 heure, le village avait son histoire, Madame Weatherby, qui avait perdu son mari 6 mois auparavant, dans des circonstances mystérieuses, bien que le coroner ait qualifié ces circonstances de mort naturelle, avait été retrouvée serrant contre elle une vieille enveloppe lors de sa chute. Certains disaient qu'elle portait un timbre étranger, d'autres qu'elle n'avait pas été postée. Lorsqu'elle atteignit la table à thé de Madame Bantry, la lettre était devenue un adieu tragique de feu Monsieur Weatherby lui-même. Miss Marple, bien sûr, ne dit rien de tel. Elle se contenta de remuer son thé et remarqua, presque distraitement: « C'est remarquable le nombre de lettres qu'on trouve, jamais envoyées, jamais reçues, et le chagrin qu'elles causent par leur simple existence. » Madame Bantry rit nerveusement. « Vous ne pensez pas que c'était ce genre de lettre, n'est-ce pas? Une lettre d'amour ?» Miss Marple sourit, mais son regard se porta vers la cheminée où une horloge critiquait, aussi stable qu'une conscience. Il existe de nombreuses formes d'amour, ma chère. Certains prennent la peine de le coucher par écrit, d'autres regrettent de l'avoir fait. Le soir, toutes les fenêtres du salon scintillent de lumière et de spéculation. Madame Price Ridley affirmait avoir vu la cire scellée de la lettre, parfaitement fendue en son milieu. Monsieur House, l'épicier, affirmait que la veuve avait demandé la semaine dernière la réexpédition de la correspondance étrangère. Et on entendait la jeune Amy Gibbs, la domestique de Gossamer Cottage, dire au garçon boucher que sa maîtresse était sur les nerfs depuis la visite d'un certain monsieur. Ce monsieur, disait-on, avait l'air d'un voyageur lointain, et il n'était pas très aimable. Un pardessus gris, un chapeau de feutre enfoncé bas et un accent indéfinissable. « Pas anglais », dit mademoiselle Hartnell, « peut-être du Nord ou de l'étranger. » Lorsque le crépuscule tomba sur Sainte-Marie-Mead, les fenêtres du cottage brillèrent comme des yeux vigilants. Madame Weatherby, pâle et épuisée, se coucha tôt. Amy Gibbs, effrayée par le silence, laissa sa lampe allumée dans le hall. L'air extérieur était si calme que même les hiboux semblaient hésiter à crier. Miss Marple était assise près de son foyer,
dans le silence qui naît d'un esprit qui fouille des fragments. Elle se souvenait du léger bruit qui avait suivi l'effondrement de Madame Wetherby, un léger craquement, comme un papier déchiré. Elle se souvenait aussi de la façon dont les doigts de la veuve s'étaient accrochés à l'enveloppe, même inconsciente. Ce n'était pas un geste de peur, mais de possession. Cette pensée la fit réfléchir. Les lettres, elle le savait, en disaient souvent moins parce qu'elles contenaient que parce qu'elles ne parvenaient jamais à dire. Et il était curieux que celle-ci, quelle que soit son origine, n'ait refait surface que peu de temps après les funérailles. Dehors, une seule lumière brûlait encore dans Gossamer Cottage. Les rideaux de la fenêtre bougeaient légèrement, mais aucun vent ne soulevait la haie. Miss Marple leva les yeux de son tricot, ses aiguilles s'immobilisant au milieu du rang. « Mon Dieu !» murmura-t-elle doucement. « Cette pauvre femme ne dormira pas cette nuit. » Et quelque part dans le silence, une porte s'est fermée, non pas par peur, mais comme pour sceller un secret. Le léger cliquetis de cette porte invisible persistait dans l'esprit de Miss Marple, tandis qu'elle enroulait son châle autour de ses épaules. Dehors, les lampadaires avaient commencé à briller timidement, projetant de petits îlots jaunes sur les pavés. Quelque part dans la ruelle, un loquet loquait, puis se tut à nouveau, un de ces petits bruits qui, à Sainte Mary Mead, portaient une signification bien plus profonde que son volume. Miss Marple se leva et tira les rideaux, le visage pensif, un léger pli entre les sourcils. À Gossamer Cottage, la même lumière qui avait brillé au crépuscule brillait maintenant, plus faiblement, comme à travers une vitre embuée. À l'intérieur, Amy Gibbs traversait le salon avec inquiétude, les mains encore rouges de la vaisselle. Elle jeta un coup d'œil vers la cheminée, où l'enveloppe posée à côté de l'horloge semblait presque la fixer. Le cachet de cire, bien que brisé, s'accrochait encore obstinément au rabat. Madame Wetherby l'avait laissé là, après le dîner, sans rien dire, mais son regard ne s'était pas éloigné de lui de toute la soirée. Lorsqu'on frappa doucement à la porte, Amy sursauta si violemment que le torchon lui tomba des mains. Madame Wetherby leva brusquement les yeux. « Qui est ce à cette heure-ci » demanda-t-elle d'une voix plus cassante que furieuse. Amy hésita avant de entr'ouvrir la porte. La femme du pasteur, Madame Clément, se tenait dans la lumière du porche, son souffle légèrement embrumé par l'air froid. « Pardonne-moi, ma chère, » dit-elle de son ton le plus compatissant, « mais j'ai pensé que tu aurais peut-être besoin du ton dont j'ai parlé. C'est terrible de s'évanouir à l'église, un véritable choc, je crois. » Madame Wetherby reçut la petite bouteille, en murmurant des remerciements, l'air indéchiffrable. Miss Marple remarqua peut-être le scintillement des yeux de la veuve, non pas de gratitude, mais de calcul. « Vous êtes gentil, » dit-elle doucement, même si je doute que quoi que ce soit puisse calmer les nerfs une fois dérangés. Madame Clément esquissa ce sourire particulier réservé aux personnes angoissées et mystérieuses. Un peu de repos, voilà ce qu'il faut, et la foi. La foi guérit tout malaise. Son regard se porta, tout naturellement, vers la cheminée. « Ah, les lettres, » dit-elle doucement. « Elles ont un tel poids, n'est-ce pas? Mon mari dit que les mots écrits sont comme des pierres dans un étang. On ne sait jamais jusqu'où peuvent aller les ondulations. » La main de la veuve se posa instinctivement sur l'enveloppe. « Elle a assez ondulé, » répondit-elle. Madame Clément prit congé peu après, mais Amy remarqua son arrêt sur le chemin, jetant un dernier coup d'œil vers la fenêtre aux rideaux, comme si elle espérait apercevoir quelque chose de plus. Lorsque la porte se referma derrière elle, Madame Wetherby expira profondément, comme si l'air s'était raréfié. « Tu ferais mieux d'aller te coucher, Amy, » dit-elle. « Tu n'as rien à craindre. » Pourtant, sa voix tremblait légèrement sur le dernier mot. Amy obéit, mais longtemps après que la maison se fut immobilisée, elle entendit un léger bruissement de papier et le grincement lent
du tiroir du bureau. Le bruit se répéta une fois, puis s'arrêta, suivi d'un étrange tapotement, comme si quelqu'un hésitait sur un stylo. Au matin, la lettre avait disparu. La nouvelle, bien sûr, se répandit plus vite que les livraisons de lait. À l'heure du petit déjeuner, Madame Bantry la tenait déjà de son jardinier, qui la tenait du garçon épicier, qui la tenait d'Amy elle-même, dans un moment de détresse haletante. La veuve, semblait-il, avait pris son thé en silence, demandé à la servante d'aller chercher le courrier et avait constaté la disparition de la lettre à son retour. Elle était là, la veille au soir, insistait Amy, exactement là où elle l'avait laissée. Elle avait fermé la porte d'entrée, elle-même. Madame Bantry raconta l'histoire au colonel Melchett, qui passait par hasard pour une affaire concernant un comité paroissial, et avant la fin de l'heure, l'inspecteur de Much Benham était en route. « Une lettre volée », remarqua le colonel en polissant ses lunettes. « Probablement absurde, mais si cela la calme, la police pourra l'aménager. » Pendant ce temps, Miss Marple était dans son jardin, taillant des rosiers qui n'avaient pas leur place dans un tel froid. Elle leva les yeux en entendant le vélo du gendarme passer bruyamment. « Quelque chose ne va pas à Gossamer Cottage, mademoiselle ?» demanda le jeune Tom, qui aimait la conversation alors qu'il aurait dû distribuer des télégrammes. « Espérons que non, » répondit Miss Marple en examinant une épine. « Mais j'ose dire que les ennuis ont tendance à commencer dans de toutes petites enveloppes. » À l'intérieur de Gossamer Cottage, l'inspecteur Cray s'était assis poliment, son carnet posé sur un genou. C'était un homme qui se targuait de méthode, et il avait déjà compris que les lettres manquantes étaient généralement synonymes de bêtises sentimentales. « Vous êtes sûre de ne pas l'avoir égaré, madame ?» demanda-t-il doucement. « C'est assez facile quand on ne va pas bien. » Les lèvres de madame Wetherby se pincèrent. « Je ne perds jamais rien, inspecteur. Les papiers de mon défunt mari étaient en parfait ordre. Cette lettre était sur la cheminée. Maintenant, elle a disparu. » Il hocha la tête, griffonnant consciencieusement. Et c'était important. Elle hésita juste assez longtemps pour trahir plus qu'elle ne le pensait. « Ça n'a plus d'importance maintenant, » dit-elle finalement. « Mais ça n'aurait pas dû être vu. » Miss Marple, invitée par courtoisie villageoise, était assise tranquillement près de la fenêtre, tricotant à un rythme délicat. Elle ne leva pas les yeux en parlant. Certaines lettres ont la fâcheuse habitude d'attendre le bon lecteur, ma chère. Peut-être celle-ci a-t-elle simplement changé de main. L'inspecteur sourit avec indulgence. « Vous pensez que quelqu'un l'a pris, Miss Marple ?»« Oh, je ne devrais pas y penser, » dit-elle doucement. Pas sans savoir à qui cela pourrait profiter. Cette remarque fait légèrement rougir les joues de madame Wetherby. Amy Gibbs, debout près de la porte, parut soudain mal à l'aise. Une légère lueur de culpabilité ou de peur passa dans ses yeux, vite masqués. Miss Marple la remarqua comme elle remarqua l'unique pétale qui tomba du vase de chrysanthème près de l'âtre, un léger désagrément, mais inévitable une fois la décomposition commencée. Lorsque Miss Marple se leva pour partir, elle jeta un coup d'œil vers la cheminée vide, puis vers l'horloge au-dessus. « 10 minutes plus tard, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Curieuse. Elle était plutôt ponctuelle hier. Elle est partie avant que quiconque puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Dehors, la lumière de l'après-midi baignait le village d'une douce chaleur. Quelque part derrière elle, la cloche de l'église sonnait doucement pour les vêpres, et dans ce carillon déclinant, Miss Marple entendit quelque chose qui n'était pas une prière, mais un avertissement. Le son de la cloche de l'église s'éteignit, laissant place à un silence si complet que le bruissement des haies semblait presque intrusif. Miss Marple se tenait au coin du chemin, les mains légèrement serrées autour de l'anse de son panier en osier. La route menant à Gossamer Cottage serpentait devant elle, bordée de haies soignées qui ne parvenaient jamais
à dissimuler la curiosité qu'elles dissimulaient derrière leurs rideaux de dentelle. Un rideau frémissait dans le salon de Madame Price Ridley, un autre dans celui de Mademoiselle Hartnell. Le village, poli comme toujours, observait. Une silhouette apparut sur le chemin, un homme vêtu d'un long pardessus gris, marchant d'un pas décidé, mais sans hâte. Ses bottes frappaient le gravier avec un bruit sec. En passant devant Miss Marple, il toucha son chapeau avec cette politesse superficielle des hommes qui considèrent la civilité comme une perte de temps. Elle lui rend son geste avec une douce courtoisie, remarquant son costume étranger, la légère odeur de tabac qui n'était pas anglaise, et la raideur d'un homme habitué aux salles d'attente et aux guichets télégraphiques, plutôt qu'au salon. Il prend le virage vers Gossamer Cottage sans demander son chemin. Miss Marple continua son chemin, mais à un rythme plus lent, s'arrêtant pour admirer une tache de givre qui scintillait comme de la poudre de verre sur le mur de pierre. Les apparences, pensa-t-elle, ressemblaient beaucoup à du givre charmant au soleil, traître en dessous. Lorsqu'elle atteignit le portail, l'homme avait disparu dans la maison. La porte d'entrée se referma derrière lui avec une précision qui ne suggérait ni panique ni bienveillance. À l'intérieur, Amy Gibbs errait, incertaine, dans le couloir. « Il dit qu'il est venu pour les affaires de M. Weatherby », murmura-t-elle, tandis que Mademoiselle Marple entrait. « De Londres ?» dit-il, « mais je n'ai jamais retenu son nom. Alors, j'imagine qu'il aura des affaires à régler. » dit Miss Marple d'un ton doux. « Mieux vaut rester hors de son chemin, hein ?» Ils n'attendirent pas longtemps. Par la porte entr'ouverte du salon, Miss Marple entendit le murmure des conversations, la voix tendue et inégale de Madame Weatherby, et le ton posé et mesuré de l'homme. On entendit le léger bruit des papiers qu'on dépliait, le grincement d'une chaise, puis le silence. Lorsque l'homme émergea, il n'avait l'air ni triomphant, ni gêné, simplement gêné. Il s'arrêta à la porte en voyant Miss Marple. « Bonjour », dit-il. Son accent est désormais plus clair que celui de la limite nord, adouci par l'effort. « Vous devez être la voisine. Madame Weatherby a eu une matinée éprouvante. »« Je le crois, » répondit doucement Miss Marple. « Et vous ?»« Cartwright. Monsieur Harold Cartwright. Clerc de notaire chez Weatherby and Rains. » La moindre hésitation devant le nom trahissait un mensonge bien rodé. « J'ai été chargé de récupérer des documents de M. Weatherby qui n'avaient pas été correctement classés après son décès. »« Comme vous êtes consciencieux, » dit Miss Marple, son sourire aussi doux que de la dentelle. On se demande cependant pourquoi une telle diligence arrive 6 mois plus tard. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et toute politesse disparut de son visage. « Les morts laissent parfois des affaires inachevées, » dit-il sèchement, et avec une légère révérence, il partit, laissant planer une légère odeur de tabac étranger, comme une arrière-pensée. Quand la porte s'est refermée, Amy a relâché son souffle. « Il m'a donné des frissons, mademoiselle. Il est entré comme s'il était chez lui. » Madame Weatherby apparut un instant plus tard, pâle et tremblante, mais étrangement calme. « Cet homme, » murmura-t-elle, « venait me rappeler quelque chose que je préférerais oublier. » Miss Marple pencha la tête, ses aiguilles claquant doucement dans ses mains, comme si elle comptait le rythme de la tromperie. « L'oubli, dit-elle doucement, est un don rare, ma chère. La plupart d'entre nous se contentent de réorganiser la mémoire, jusqu'à ce qu'elle paraisse respectable. » La veuve esquissa un léger sourire brisé. « Vous me trouvez respectable, Miss Marple ? » ?»« Je pense, » répondit Miss Marple, « que vous êtes humain et c'est un peu plus compliqué. » Leur conversation fut interrompue par un coup sec. C'était encore l'inspecteur Cray, l'air harcelé et mécontent. « On nous a rapporté, commença-t-il, qu'un certain monsieur, soi-disant avocat, menait des recherches dans le village. Savez-vous quelque chose à son sujet, madame ?
Le sang-froid de Madame Wetherby vacilla. « Il était là, » admit-elle. « Il a demandé un document. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à trouver. Est-ce qu'il a pris quelque chose ?»« Non, » dit-elle trop vite. Miss Marple aperçut le mouvement de sa main, la voyant se diriger vers le bureau avant de se replier soigneusement sur ses genoux. Cray ne le remarqua pas. « S'il revient, dit-il d'un ton bourru, préviens-moi. Je n'aime pas les Londoniens qui fouillent là où ils n'ont rien à faire. » Lorsqu'il partit, la maison sembla respirer. Madame Wetherby s'affala dans un fauteuil. « Vous devez me prendre pour une idiote, » dit-elle doucement. Mais mon mari avait déjà géré ça avant sa maladie. Une fiducie, comme il l'appelait. Je n'ai jamais compris. Et quand il est mort, j'ai laissé faire. Miss Marple ne dit rien. Elle regarda plutôt vers la cheminée où un léger carré de poussière marquait l'endroit où la lettre avait reposé. L'absence parlait plus clairement que sa présence ne l'avait jamais fait. Ce soir-là, tandis que les lampes s'allument et que le froid s'intensifie, Miss Marple rentre chez elle en passant par le cimetière. Le givre s'était épaissi et avait pris une teinte argentée. Elle s'arrêta devant le portail en fer, son regard parcourant les lettres usées sur une pierre tombale. Henry Wetherby, époux dévoué et bienfaiteur. L'inscription semblait trop polie pour son chagrin. Une seule feuille morte s'accroche obstinément au pied de la pierre, tremblant comme si elle hésitait à tomber. En arrivant à son chalet, elle trouva un mot glissé sous sa porte. L'écriture était rapide, presque illisible. « Venez, je vous en prie. Il y a quelque chose que je dois vous dire avant qu'il ne soit trop tard. » La signature était tremblante, A.G. Miss Marple posa son panier et réalisa le mot 2 fois, l'air grave. « Avant qu'il ne soit trop tard, » murmura-t-elle. « C'est si souvent le cas. » Le tricot était resté intact alors qu'elle cherchait son manteau. Miss Marple enroula son châle autour de ses épaules, glissa le mot plié dans sa manche et sortit dans la nuit. Le froid était plus vif maintenant, l'air empli de ce silence particulier qui règne sur St. Mary Mead, lorsque même les commérages n'osent pas circuler après la tombée de la nuit. Sa petite lampe projetait un halo pâle sur le chemin, révélant le givre scintillant comme des éclats de verre brisés au sol. Elle marcha d'un pas vif vers Gossamer Cottage, d'un pas léger, bien que ses pensées fussent lourdes et posées. Le portail grinça légèrement lorsqu'elle souleva le loquet. Une fenêtre à l'étage brillait faiblement, la chambre d'Amy Gibbs, supposa-t-elle, mais celle du bas était mat plongée dans l'obscurité. Miss Marple frappa légèrement à la porte. Pas de réponse. Elle attendit, puis réessayait, un peu plus fermement cette fois. Après un silence, une voix se fit entendre, un murmure ténu et incertain. « Qui est-ce ?»« C'est Miss Marple, ma chère, » dit-elle doucement. « C'est toi qui me l'as envoyé. » Le verrou glissa avec une précipitation nerveuse et Amy Gibbs apparut, les cheveux dénoués, le visage pâle sous la lumière vacillante de la lampe. « Oh, je suis contente que vous soyez venue, mademoiselle, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas à qui d'autre le dire. Alors peut-être feriez-vous mieux de commencer par le commencement, » dit Miss Marple en entrant. Le couloir sentait vaguement la laine humide et l'huile à lampe. L'âtre du salon était sombre, mais sur le bureau, une bougie solitaire brûlait à côté d'une pile de papier. « Où est Madame Wetherby ? » « Je crois qu'elle dort, ou plutôt je fais semblant. Elle a dit qu'elle avait pris sa potion tôt. » Amy se tordait les mains. « J'ai pensé qu'il valait mieux parler avant qu'elle ne se réveille. » Le regard de Miss Marple se porta vers le bureau. Les tiroirs étaient entr'ouverts, les papiers dérangés. « On a fouillé l'observatoire. » Amy hocha la tête d'un air malheureux. « Je l'ai trouvé comme ça en descendant pour fermer. Il y avait encore un homme, pas l'inspecteur, ni celui de Londres non plus. Je ne l'ai vu qu'à travers la vitre, debout près de la haie. Quand j'ai ouvert la porte pour l'appeler, il était parti. Mais il y avait ceci. »
Elle a plongé la main dans son tablier et en a sorti un morceau de papier, déchiré grossièrement au bord. Je l'ai trouvé juste à l'entrée. Miss Marple le prit délicatement. Le fragment faisait partie d'une enveloppe jaunie, timbrée à l'étranger et légèrement parfumée d'un étranger. Le coin déchiré portait la moitié d'un nom. Elle leva les yeux. De la lettre manquante, peut-être? Je crois. Et ce n'est pas tout, mademoiselle. Amy déglutit. Madame Weatherby m'a dit un jour qu'elle m'avait dit que si jamais quelqu'un venait me poser des questions sur la lettre de Vienne, je ne devais rien dire, quoi qu'on me propose. Mais elle n'a jamais dit pourquoi. Miss Marple remit le papier sur le bureau et ajusta la mèche de la bougie. « On garde souvent des secrets en croyant protéger les autres, » dit-elle doucement. « Pourtant, le secret engendre ses propres dangers, Madame Marple. » Quelqu'un d'autre l'a-t-il reçu aujourd'hui? Amy hésita. Seulement le facteur. Et, oh oui, encore Madame Clément. Elle apporta une autre bouteille de ce tonique, disant que ça l'aiderait à dormir. C'est gentil de sa part, murmura Miss Marple. Je me demande cependant si la bonne dame savait à quel point son mélange était fort. Amy cligna des yeux. Tu veux dire, seule cette gentillesse peut être puissante, ma chère. Trop puissante, parfois. Elle toucha doucement le bras d'Amy. Maintenant, va chercher ton châle. Nous irons voir ta maîtresse ensemble. Ils montèrent silencieusement l'étroit escalier. Sur le palier, l'air était étrangement immobile, lourd de ce silence stagnant, propre aux pièces où quelque chose s'est produit. Miss Marple entr'ouvre doucement la porte de la chambre. La lampe brillait faiblement à l'intérieur. Madame Weatherby était allongée sur le lit, une main posée sur sa poitrine. L'autre pendait mollement sur le couvre-lit, effleurant le tapis du bout des doigts. Un petit verre était renversé sur la table de chevet. Pendant un instant, il n'y eut aucun bruit, seul le faible sifflement de la lampe. Amy haleta. « Oh, mademoiselle, elle ne l'est pas, elle ne peut pas l'être. » Miss Marple s'approcha, l'air calme, mais grave. « Allez chercher le docteur Haydock, » dit-elle doucement, « et ne réveillez pas le village. » Pas encore. Tandis que la jeune fille dévalait l'escalier, Miss Marple se tenait près du lit, scrutant la scène avec sa délicate précision. Aucun signe de lutte, aucune violence, seulement le calme paisible de celui qui a renoncé à vivre. Mais quelque chose dans la composition semblait anormal. Le verre renversé était vide, certes, mais aucune odeur de tonique ne subsistait. Les rideaux, à moitié tirés, flottaient faiblement, bien qu'aucun courant d'air ne vienne troubler l'air. Et sur la table de chevet, à moitié dissimulée sous un mouchoir plié, reposait un stylo-plume, la plume cassée, comme pressée trop fort contre le papier. Miss Marple écarta le mouchoir. Dessous, elle trouva une simple feuille de papier à lettres, dont l'encre n'était pas encore complètement sèche. Les mots étaient pâles, penchés, incertains, écrits d'une main tremblante. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu leur dire. Ils n'auraient jamais compris. Rien de plus. À son arrivée, le docteur Haydock a rendu un verdict doux mais résigné. Insuffisance cardiaque, la pauvre. Pas surprenant, après son malaise d'hier. Malgré tout, c'est une triste histoire. Miss Marple ne dit rien, jetant simplement un coup d'œil au verre vide. « Oui, » murmura-t-elle, « une bien triste histoire. » Au matin, le village bourdonnait comme une ruche déchaînée. La disparition soudaine de Madame Weatherby, le mystérieux visiteur, la lettre disparue, chaque détail, s'accordait parfaitement avec les rumeurs avides. Certains parlèrent de poison, d'autres de culpabilité. Quelques-uns murmuraient que la veuve avait finalement suivi son mari, incapable de vivre avec ce qu'elle savait. Miss Marple passe la journée tranquillement, arpentant les ruelles et écoutant. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité se cache rarement dans le silence, elle se cache dans ce que les gens se sentent obligés de répéter.
Et tandis qu'elle écoutait, une phrase commença à revenir, dans les salons comme dans les entrées, la lettre de Vienne. C'était toujours le même ton, émerveillement, moteur. Et pourtant, aucun d'eux ne pouvait en dire le contenu. Ce soir-là, Miss Marple sortit le morceau déchiré que Amy avait trouvé et le déposa près de sa tasse de thé. Une légère trace de parfum persistait. Ce n'était pas anglais, trop doux, trop délibéré. En dessous, il y avait quelque chose d'autre, presque métallique, presque cruel. Elle ferma brièvement les yeux, puis les rouvrit avec une résolution silencieuse. « Les morts, dit-elle doucement à la pièce vide, écrivent rarement eux-mêmes leurs dernières lettres. » Le murmure des paroles de Miss Marple persistait dans la pièce comme un léger courant d'air, agitant les bords du papier déchiré sur sa table. Dehors, l'aube s'insinue à contre-cœur sur St. Mary Mead, caressant les toits d'une lumière pâle qui révélait plus de questions que de réconfort. La cloche de l'église ne sonna pas ce matin-là même. Le révérend Clément avait jugé préférable de laisser le village s'éveiller sans un rappel de la mortalité. Miss Marple s'activait silencieusement dans sa cuisine, préparant son modeste petit déjeuner, un œuf à la coque et du thé infusé jusqu'à la couleur du vert ambré. Elle écoutait le faible bourdonnement de voix lointaines par-delà sa haie. La nouvelle de la mort de Madame Wetherby s'était déposée sur la paroisse comme une fine poussière, impossible à balayer. Chaque passant apportait une nouvelle version de l'histoire. L'un affirmait que la veuve avait été empoisonnée, un autre qu'elle s'était suicidée par remords. Miss Marple soupçonnait que ni l'une ni l'autre ne serait vraie. À 9 heures précises, on frappa violemment à sa porte. Elle s'y attendait. L'inspecteur Cray se tenait sur le seuil, son chapeau à la main, le visage marqué par la tension d'une nuit passée trop longtemps à ruminer des conjectures. « Bonjour, Miss Marple », commença-t-il, s'efforçant d'être poli. « Je pensais que vous saviez peut-être une chose ou deux. En général, vous le savez. Une réputation imméritée, je vous assure, dit-elle doucement, en lui désignant l'intérieur. Tout de même, il vaut mieux entendre le point de vue officiel avant de se forger une opinion. Vous êtes déjà allé à Gossamer Cottage. Il hocha la tête. Nous avons fait ce que nous pouvions. Le docteur Haydock maintient son argument concernant l'insuffisance cardiaque, mais je ne suis pas satisfait. Reste l'affaire de la lettre et ce Cartwright. Nous ne trouvons aucun cheveu, ni aucun cheveu à Londres. Aucun employé de ce nom chez Wetherby & Rains, ni dans aucun autre cabinet d'ailleurs. Comme c'est gênant, murmura Miss Marple. La tromperie, comme la charité, commence souvent par soi-même. Cray fronça les sourcils. Tu veux dire qu'elle le connaissait? Je veux simplement dire, dit Miss Marple en remuant son thé pensivement, que le chagrin fait d'étranges connaissances. L'inspectrice soupira et s'assit en face d'elle. La femme de chambre est presque hystérique. Elle dit que Madame Wetherby avait peur de quelque chose ou de quelqu'un, qu'elle recevait des messages anonymes. Nous n'en avons trouvé aucune trace dans le cottage, remarquez. Mais son bureau était en désordre, comme si quelqu'un l'avait fouillé, ou elle aussi. Miss Marple jeta un coup d'œil vers son jardin, où une grive picorait le sol gelé. Quand on se donne bonne conscience, inspecteur, on remet rarement les choses à leur place. Il lui lança un regard mi-irrité, mi-intrigué. Vous avez vraiment une façon de dire les choses, Miss Marple. Eh bien, il y a une enquête demain. Vous y serez, je suppose. J'ose dire qu'il serait inconvenant de rester à l'écart, répondit-elle doucement. Après tout, la mort est un événement social à St. Mary Mead. Après son départ, Miss Marple resta près de la fenêtre, le regard perdu. La grive avait abandonné le sol et s'était réfugiée dans la haie, ses plumes gonflées par le froid. Cela lui rappelait déraisonnablement Amy Gibbs, fragile et flottante, mais s'accrochant farouchement à toute chaleur qu'elle pouvait trouver. Elle a décidé de rendre visite à la fille avant midi.
Gossamer. Cottage paraissait encore plus petit à la lumière du jour, sa propreté teintée de mélancolie. Les rideaux étaient étirés, mais l'air intérieur était vicié, comme si les pièces elles-mêmes désapprouvaient ce qui venait de se passer. Amy ouvrit la porte, les yeux rougis et les mains tremblantes. « J'ai essayé de m'occuper, mademoiselle, » dit-elle en larmes. « Il y a tant à ranger. Le docteur Haydock m'a dit de ne pas m'attarder là-dessus, mais à chaque tiroir que j'ouvre, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Parfois, les vivants persistent plus longtemps que les morts, ma chère. Ce ne sont pas les fantômes qui nous hantent, seulement la culpabilité. » Ils étaient assis ensemble dans le petit salon, où le feu s'était éteint, mais où persistait une légère odeur de cire à la lavande. Amy sortit une petite boîte en fer blanc de la poche de son tablier. « Je l'ai trouvée derrière l'horloge, » avoua-t-elle. « Je ne faisais pas, j'épouserai. » Miss Marple examina la boîte. Elle était verrouillée, le fermoir fragile, mais indéfectible. Un endroit pour quelque chose qu'on ne voulait ni perdre ni partager, dit-elle. « Savez-vous ce qu'il y a dedans ?»« Non, mademoiselle. Mais je crois que c'est là qu'elle rangeait les lettres. Je me souviens l'avoir entendue l'ouvrir une fois alors qu'elle pensait que j'étais couché. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Mieux vaut laisser la police s'en occuper. Je serais quand même surprise qu'ils ne trouvent que du papier. » Amy semblait perplexe. Que pouvait-il bien y avoir d'autre? Un regret, peut-être. Il se conserve très bien dans de petites boîtes. Elle se leva pour partir, s'arrêtant devant la cheminée. L'horloge était de nouveau là, les aiguilles bien réglées. 10 heures précises. Pourtant, Miss Marple se rappelait que la veille, elle avait 10 minutes de retard. « L'avez-vous remonté ce matin ?» demanda-elle d'un ton léger. Amy secoua la tête. « Non, mademoiselle. Je n'y ai pas touché. » Miss Marple sourit faiblement. Il fallait bien que quelqu'un soit très attentionné, après tout. Dehors, le givre avait fondu en flaques brillantes qui reflétaient des nuages, tels des secrets refusant de rester enfouis. Elle retourna vers le chemin, l'esprit occupé par de tranquilles calculs. L'heure de la mort, le stylo cassé, la lettre disparue, et maintenant l'horloge corrigée. Le temps lui-même, semblait-il, avait été réglé. En fin d'après-midi, la cloche du presbytère sonna doucement, l'invitant à prendre le thé avec Madame Clement. Mademoiselle Marple reconnut avoir appris que les confessions les plus éclairantes se déversaient souvent entre 2 tasses d'Earl Grey. L'épouse du pasteur l'accueillit avec une chaleur sincère, malgré la curiosité qui lui brillait dans les yeux. « Ma chère Miss Marple !» s'exclama-t-elle, « comme tout cela est affreux, pauvre Madame Wetherby. Je n'arrive pas à imaginer ce qui lui a au prix. » « En effet, » dit Miss Marple en posant ses gants. « Je me demande souvent ce qui prend quelqu'un quand la possession paraît si respectable. » Madame Clément cligna des yeux. « Vous pensez qu'il y a quelque chose d'inapproprié ?»« Oh, pas au sens vulgaire du terme, » répondit aimablement Miss Marple. « Simplement, la vérité se cache souvent derrière les bonnes manières. » Madame Clément rougit légèrement, tendant la main pour remplir les tasses. Sa main trembla juste assez pour qu'une goutte tombe sur la dentelle. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant de trop sur cette tache sombre. Alors qu'elle quittait le presbytère, le crépuscule retomba sur St. Mary Mead, dessinant des ombres sur ses ruelles bien entretenues. Quelque part, une porte se referma doucement, comme si elle marquait une fin, ou peut-être un début. Miss Marple s'arrêta sous le réverbère à gaz, au coin de la rue, le faible écho des paroles de la femme du pasteur résonnant encore dans ses oreilles. La foi guérit tous les maux, avait-elle dit un jour. Maintenant, Miss Marple se demandait quel malaise nécessitait un tel traitement. La faible lumière circulaire de la lampe éclaira le visage de Miss Marple tandis qu'elle s'arrêtait en dessous, l'air calme et pourtant intérieurement alerte.
La brume du soir commençait à se lever, adoucissant les contours du village en silhouette floue. Quelque part, un portail claqua, et l'écho parcourut le chemin comme une ponctuation murmurée. St. Mary Mead, si propre le jour, devenait secret au crépuscule. La respectabilité, pensa Miss Marple, était bien plus convaincante en plein jour. Elle rentra lentement chez elle, ses pensées passant au crible les bribes de paroles et de gestes de la journée. La main tremblante de Madame Clement, l'horloge réglée, la peur d'Amy, la politesse ambiguë de Cartwright, autant de fils, aucun encore tissé. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité était rarement un fait isolé. C'était un tissu de petits points de suture désordonnés, la moitié fait par des gens faisant semblant de ne pas avoir tenu l'aiguille. En arrivant à son cottage, elle trouva le docteur Haydock qui l'attendait à son portail. Son chapeau était baissé pour se protéger du froid et son regard perçant sous sa lassitude bienveillante. « Bonsoir, Miss Marple, la salutation. Je pensais vous voir avant que la nuit ne tourne mal. Vous avez entendu parler de l'enquête de demain? » « Oui, en effet, » répondit-elle. « Une affaire difficile, même si j'imagine que le verdict sera d'une simplicité appréciable. » Il sourit faiblement. « Des causes naturelles, bien sûr. Mais je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette mort. Non pas que je puisse mettre le doigt dessus médicalement, juste une impression. Vous voyez ce que je veux dire ?» Miss Marple hocha la tête. « Oui, le genre de perception qu'on développe après des années passées à observer le visage des gens plutôt que leurs symptômes. » Haydock rit doucement. « Exactement. Je dis toujours que tu aurais fait un meilleur diagnostic que moi. » Il se calma un peu. « Au fait, l'inspecteur a envoyé le tonique que Madame Clément a fourni pour analyse. Routinier, dit-il. Mais je parie que ce n'est pas plus dangereux qu'une cuillerée d'eau de menthe poivrée. » Miss Marple sourit doucement. La menthe poivrée apaise l'estomac, mais pas toujours la conscience. Il lui jeta un regard perçant, puis rit de nouveau, mais moins ouvertement. Vous réfléchissez trop, Miss Marple. Laissez les flacons de poison à nous, les professionnels ennuyeux. Elle inclina la tête. Oh, je le sais, docteur. J'observe simplement où ils sont rangés. Ils se séparèrent à la grille avec un signe de tête cordial, mais lorsque Miss Marple entra chez elle, son expression devint pensive. Elle alluma sa lampe, s'assit près du feu et sortit son petit carnet, une habitude que peu de villageois soupçonnaient qu'elle avait. Sur une page, elle inscrivit 3 noms, Amy Gibbs, Madame Clément, Cartwright. En dessous, elle ajouta un 4e, Henry Weatherby. Un 5e, non écrit, semblait persister dans son esprit, juste hors de portée de l'encre. L'horloge tic-tac, rythmant ses pensées. Ce rythme lui rappelait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle se laissa aller dans son fauteuil, les yeux mi-clos, tandis que ses souvenirs commençaient à se réorganiser. Le stylo cassé, le verre sans parfum, la faible trace de parfum étranger, et cette phrase dans le mot « pardonne-moi ». Je ne pouvais pas les dire. À qui? Au village? À la police? Ou à quelqu'un de proche qui savait déjà? Sa rêverie fut interrompue par un coup frappé à la porte. Il était brusque, insistant, et bien trop tard pour la politesse. Lorsqu'elle ouvrit, l'inspecteur Cray se tenait de nouveau là, l'air troublé. « Désolé de vous déranger à cette heure, Miss Marple, mais j'ai une idée en tête, » dit-il. « Nous avons encore fouillé le cottage. La boîte en fer blanc verrouillée dont la servante avait parlé a disparu, complètement disparu. Elle jure l'avoir laissée sur la table. » Miss Marple haussa les sourcils. « Quel désintérêt pour le destin! Croyez-vous qu'il soit parti de lui-même » Il fronça les sourcils. Seules 2 personnes auraient pu le prendre Amy ou Madame Clément. La fille est au bord de l'évanouissement. Je ne la vois pas manigancer. Mais Madame Clément, eh bien, elle était là plutôt qu'elle ne l'a admis. C'est intéressant, dit doucement Miss Marple. Les épouses de pasteurs
ont tendance à apparaître juste avant que la confession ne soit nécessaire. Cray se frotta les tempes. « Je ne peux pas l'accuser sans preuve. Haydock dit qu'il n'y a rien dans l'organisme de la veuve, à part une trace d'alcool. Pas de poison. Rien. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple reposent sur ses genoux. « Il existe des poisons plus subtils, inspecteur. Certains sont écrits à l'encre, d'autres murmurés dans une prière. » Il lui lança un regard perplexe, mais ne dit rien. « On va continuer à chercher, » murmura-t-il finalement. « Bonne nuit, Miss Marple. » Après son départ, la nuit sembla s'alourdir autour d'elle. Elle resta assise près du feu, suivant du regard le scintillement des flammes, comme s'il reflétait un mouvement intérieur de ses pensées. La boîte en fer blanc la troublait. Non pas sa disparition, mais son existence. On cache ce qu'on craint que les autres ne comprennent mal, et Madame Weatherby avait plus craint le malentendu que la mort elle-même. À 10h30, Miss Marple se leva, resserra son châle et traversa la ruelle en direction de l'église. Les portes étaient verrouillées, comme elle s'y attendait, mais elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la sacristie. Une faible lumière brillait à l'intérieur. Elle vacilla une fois, puis se stabilisa. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle fit un tour discret jusqu'à la porte de derrière, où le lierre grimpait d'un épais manteau. Elle était déverrouillée. Un parfum de cire de bougie et de poussière l'accueillit à son entrée. Sur la petite table d'appoint, près de la chaire, se trouvait la boîte en fer blanc disparue, maintenant ouverte, son contenu répandu dans un désordre désordonné. Parmi les papiers se trouvaient des photographies décolorées, 2 enveloppes reliées par un ruban et un petit médaillon en argent. À côté, Madame Clément était agenouillée, le visage illuminé par la lumière tremblante de la bougie. Lorsqu'elle se retourna, il n'y eut aucune surprise, seulement la résignation silencieuse de quelqu'un préparé depuis longtemps à être découvert. « Je suppose, » dit-elle doucement, « que c'était trop espérer que quelqu'un le laisse enterrer. » Miss Marple la regarda avec douceur. « La vérité a tendance à refaire surface, ma chère, même lorsqu'elle est scellée dans une église. » Le regard de Madame Clément se posa sur le médaillon ouvert, où le visage d'un jeune homme souriait faiblement derrière la vitre. « Ce n'était pas son mari, » murmura-t-elle. « C'était le mien. » La bougie crépitait, projetant leurs ombres contre le mur. 2 femmes, l'une sereine, l'autre tremblante, liées par ce qui ne pouvait être défait. La lueur de la bougie tremblait sur la courbe du médaillon, scintillant comme une confession esquissée à mi-haleine. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Le silence, elle le savait, pouvait arracher la vérité bien plus doucement que n'importe quelle question. Les mains de Madame Clément, trop serrées sur ses genoux, trahissaient le tremblement de quelqu'un qui avait porté un sentiment de culpabilité insupportable depuis longtemps. « C'était un soldat », dit enfin Madame Clément, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Un lieutenant en poste à l'étranger. Nous étions fiancés avant Léonard et moi, avant que je prenne la voie qu'on attendait de moi. » Elle laissa échapper un rire amer, presque muet. Il s'appelait Henry Weatherby. Vous voyez comme l'ironie a tourné en rond. L'expression de Miss Marple s'adoucit. On épouse parfois la sécurité quand on a déjà connu la passion. Cela finit rarement bien. Madame Clément leva les yeux brillants. Quand j'appris sa mort, je crus que ce chapitre était clos. Mais des années plus tard, il ne réécrivit qu'une seule lettre. Je la brûlerai, ou du moins je croyais l'avoir fait. Ce devait être la même lettre qui lui était parvenue. Harriet Weatherby, sa veuve. La vieille femme prit une longue inspiration. Alors, la lettre que vous croyez détruite a été envoyée après sa mort. Je ne sais pas quoi croire, murmura Madame Clément. C'était son écriture, mais la date était erronée, des mois après sa disparition.
Elle parlait d'un héritage important de Vienne et de pardon. Mais pardon pourquoi? Elle se couvre le visage. Quand j'ai vu le seau dans sa main à l'église, j'ai failli m'évanouir. Miss Marple la regarda en silence. Et hier soir, tu es allé à son cottage récupérer la boîte. Je pensais qu'elle contenait la preuve de la lettre que j'avais oublié de brûler. Je voulais seulement la détruire. Mais elle était déjà morte. Sa voix s'est brisée sur ce mot. J'ai pensé, oh, Dieu me pardonne, j'ai cru qu'elle s'était suicidée par honte. Le regard de Miss Marple se posa sur le contenu dispersé de la boîte en fer blanc. Et pourtant, tu l'avais emportée. Les doigts de Madame Clément se crispèrent sur son mouchoir. Je ne pouvais pas le laisser là, à la merci des ragots. Vous savez ce qu'est ce village, Miss Marple, et ce qu'il fait des demi-vérités. Oui, dit doucement Miss Marple, et pourtant, l'autre moitié est généralement pire. Elle s'approcha de la table, parcourant les papiers du regard. Parmi les pages jaunies se trouvait une feuille plus récente, pliée et repliée, jusqu'à ce que les plis soient presque effacés. Elle l'ouvrit délicatement. L'encre était faible, mais lisible. La fiducie est solide. Le compte viennois reste au nom de H.W., comme convenu. N'en parlez à personne, avant qu'il ne soit réclamé. C'est, murmura Miss Marple. Cartwright, peut-être. Ou Clément. Comme c'est économique de partager des initiales. Madame Clément secoua la tête avec désespoir. Je jure que je n'y connais rien en argent. Henry n'a jamais été riche. Il était fier aussi. S'il y avait une fiducie, elle ne m'était jamais destinée. Miss Marple remplit le billet. Parfois, l'argent survit aux intentions de son propriétaire. Et parfois, chère madame, l'amour aussi. Avant que madame Clément puisse répondre, des pas lourds, déterminés et résolument masculins résonnèrent dans la nef, derrière la porte de la sacristie. Miss Marple remit le papier, éteignit la bougie d'une main ferme et se tourna vers l'ombre qui s'avançait dans l'embrasure de la porte. L'inspecteur Cray entra, l'air partagé entre surprise et suspicion. « Eh bien, ça m'évite une fouille, » dit-il d'un ton sombre. « J'aurais dû me douter que vous trouveriez votre chemin jusqu'ici. Miss Marple et Madame Clément, quelle compagne inattendue !» Madame Clément se leva en titubant, son sang-froid s'effritant. « Inspecteur, mieux vaut ne pas trop en dire pour l'instant, madame. » l'interrompit-il en posant sa lanterne. « On verra ça en plein jour. » Son regard se porta sur la boîte ouverte. « Qu'êtes-vous venu chercher ?» Le ton de Miss Marple était doux, presque familier. « Nous l'avons retrouvé, certes, mais pas tout à fait tel qu'il était. Je crois plutôt qu'il a été traité plus d'une fois. » Cray souleva un des papiers. « Des reçus de banques étrangères, » marmonna-t-il. « Une somme rondelette. Au nom de Weatherby. Ça donnera matière à réflexion au coroner. » Madame Clément vacillait. « Je n'en avais aucune idée, » dit-elle faiblement. « Je voulais juste dire, oh, qu'est-ce que ça peut faire maintenant ?» L'inspecteur lui lança un long regard scrutateur avant de se tourner vers Miss Marple. « Vous pensez que cela a un lien avec sa mort, n'est-ce pas ?»« Je pense, » dit-elle, « que lorsqu'une veuve meurt sans avoir de lettres et qu'on retrouve pourtant une boîte contenant celle-ci dans une église, on devrait se demander qui a décidé quel mot elle a été autorisée à garder. » Il fronça les sourcils. « Tu parles de la bonne ou l'homme qui se faisait appeler Cartwright ?» répondit doucement Miss Marple. Il n'était peut-être pas celui qu'il prétendait être, mais il savait précisément où chercher. Cray jeta un coup d'œil vers la fenêtre de la sacristie où le givre avait recommencé à recouvrir les vitres. « On va poster une garde ici. Ça ne sert à rien de laisser la moitié du village fouiller dans cette affaire. » Tandis qu'il rassemblait les papiers, l'un d'eux lui glissa des mains et vola au sol. Miss Marple se baissa pour le récupérer. C'était une photographie du même visage que celui du médaillon, mais cette fois en uniforme, debout à côté d'un autre homme. La seconde silhouette était floue, figée en mouvement,
mais quelque chose dans sa posture, l'inclinaison de ses épaules, la frappa d'une familiarité vague et glaçante. Cray la mit dans sa poche distraitement. « On réglera ça demain matin. » Lorsque l'inspecteur emmena Madame Clément, Mademoiselle Marple s'attarda dans la maintenant sombre l'église. Le froid l'enveloppait, le silence presque empreint de recueillement. Elle toucha de nouveau le médaillon, fermant son fermoir. Le visage à l'intérieur lui parut plus doux dans l'ombre, moins accusateur. Dehors, les premières lueurs de l'aube commençaient à éclairer les pierres tombales, pâles comme du parchemin. Miss Marple resserra son châle et regarda vers l'est, où le ciel s'éclaircissait comme une page attendant sa dernière ligne. Elle se tourna vers la maison, son souffle léger dans l'air glacial. Quelque part, au loin, une sonnette de vélo, celle du facteur, résonna. Elle marque une pause, les yeux plissés. Le courrier n'était pas dû avant midi. Le tintement clair de la sonnette de vélo résonna de nouveau dans l'air matinal raréfié, trop vif et précis pour appartenir au vacarme désordonné habituel du facteur. Miss Marple se tenait immobile sur le chemin qui longeait le cimetière, le souffle légèrement embué. À travers le brouillard qui flottait, elle aperçut une grande silhouette qui pédalait vers Gossamer Cottage, la posture droite, les mouvements mesurés. Il y avait quelque chose de rodé dans ce rythme, comme un homme interprétant un rôle déjà répété. La sacoche qu'il portait en bandoulière était sombre et usée, mais elle ne portait aucun insigne postal. Elle le suit à une distance discrète, d'un pas lent mais attentif. Le bruit des roues du vélo résonnait sur le givre, un murmure régulier ponctué par le craquement occasionnel du gravier. Lorsque l'homme mit pied à terre devant le portail du cottage, Miss Marple se baissa brièvement derrière la haie, ajustant son châle pour se protéger le visage. Le cycliste appuya le vélo contre la clôture, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sortit une petite enveloppe de la poche de son manteau, non de sa sacoche. Il la glissa rapidement dans la fente à lettres et retourna vers le chemin, enfourchant son vélo avec cette facilité et cette économie de mouvement qui trahissaient la confiance, non le service. Ce n'est que lorsqu'il eut disparu au détour du virage que Miss Marple s'approcha. Le cottage était encore clos, une légère odeur de bougies éteintes flottant dans l'air. Elle hésita un instant avant d'ouvrir le portail. Il émit un grincement sourd comme un secret révélé à contre-cœur. L'enveloppe reposait juste à l'intérieur, blanche sur le noir du carrelage. Pas de timbre, pas d'adresse. Elle la prit délicatement, remarquant la faible trace d'encre violette et un parfum subtil, inconnu âcre, presque médicinal. À l'intérieur, Amy Gibbs était assise dans le petit salon, les yeux gonflés par les larmes. Elle sursauta à l'entrée de Miss Marple. « Oh, Miss Marple, je croyais que vous étiez partie avec l'inspecteur. Ils sont tous là depuis l'aube, même les journalistes. Ils disent que c'est un meurtre, maintenant, un vrai meurtre. » Miss Marple déposa l'enveloppe sur la table entre elles. Peut-être que cela les intéressera à leur retour. Amy le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ? » Livré à l'instant, dit Miss Marple, par un homme qui roule un peu trop discrètement pour être facteur. La fille hésita, puis tendit la main vers lui. « Dois-je » ? « Laissez-moi faire, » conseilla doucement Miss Marple. Elle brisa le seau avec une aiguille à tricoter qu'elle avait sortie de sa manche, l'ouvrant avec la plus grande précision. À l'intérieur se trouvait une page pliée, écrite de la même écriture penchée que le mot trouvé près du lit de Madame Weatherby, mais celle-ci était plus audacieuse, plus assurée. On pouvait y lire. Pour ce qui a été fait à Vienne, il faudra rendre des comptes. Les morts n'oublient pas leurs dettes. Aucune signature. Amy porta la main à sa bouche. Encore Vienne. Qu'est-ce que ça veut dire, Miss Marple ? Qui a bien pu écrire une chose pareille ? Miss Marple étudie la page en silence, son regard scrutant les fioritures au bas des lettres.
L'écrivain était discipliné et cultivé, précis, mais avec une certaine tension dans la pression. Un homme habitué à se retenir, non pas porté par la passion, mais par le contrôle. Le genre de main, pensa-t-elle, qui n'effacera jamais une confession. « Dites-moi, ma chère, dit-elle doucement, Madame Weatherby a-t-elle à ne jamais parler du séjour de son mari à l'étranger ?» Amy secoua la tête, seulement qu'il avait voyagé avant la guerre. Elle détestait ce sujet. Un jour, quand je lui ai demandé s'il avait servi dans l'armée, elle m'a répondu qu'il avait fait pire, le genre de service où l'on ne porte pas d'uniforme. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Quelle curiosité! La sonnette retentit, avant qu'Amy puisse répondre. C'était encore l'inspecteur Cray, accompagné d'un agent de police surchargé de dossiers. Son ton, bien que courtois, était mordant. « Bonjour, Miss Marple, je vois que vous m'avez encore devancé. Qu'avez-vous dans la main ?» Elle lui tendit la lettre. Il la lut à voix haute, puis siffla doucement. « Vienne. Encore. » Et moi, je commençais à croire que toute cette histoire n'était qu'une querelle de ménage. La voix d'Amy tremblait. « Monsieur, il y avait un homme ici il y a à peine une demi-heure, à vélo. Miss Marple l'a vu. Et maintenant ?» Cray fronça les sourcils. Grand gaillard, cheveux noirs, un accent que vous ne parvenez pas à situer. C'est bien lui, confirma Miss Marple. Et si je puis me permettre, il aime beaucoup trop transmettre des messages aux morts. Cray murmura quelque chose. On va faire circuler une description. Il est mêlé à ces lettres, Vienne, les fiducies, et tout. J'ai le sentiment que Weatherby n'était pas vraiment le bienfaiteur que le village imaginait. Miss Marple sourit faiblement. Les apparences sont souvent assez bienveillantes pour flatter l'inspecteur coupable. Surtout dans les petites situations où la personnalité tient lieu de preuve. Il a mis la lettre dans sa poche. Le coroner attendra d'en savoir plus avant de déclarer la cause du décès. En attendant, je garderai Madame Clément en observation. Elle est nerveuse et les gens nerveux parlent. Elle dira la vérité, dit Miss Marple d'une voix douce, quand quelqu'un lui posera enfin la bonne question. Après son départ, l'air du cottage était plus léger, mais tout aussi inquiétant. Miss Marple jeta un nouveau coup d'œil circulaire dans la pièce, son regard s'arrêtant sur le bureau, dont le tiroir était désormais bien fermé. Elle remarqua une fine ligne de poussière sur le bord, comme si un objet petit et rectangulaire avait été récemment retiré. « Amy, dit-elle, tu es seule ici depuis ce matin ?»« Oui, mademoiselle. J'ai juste puisé de l'eau à la pompe. »« Alors qui a poli ce bureau ?» Amy avait l'air perplexe. « Personne n'y avait touché. J'y suis rarement allé. » Sa voix tremblait tandis qu'elle baissait les yeux vers ses mains. Il avait dû entrer pendant que j'étais au fond. Miss Marple hocha lentement la tête. Oui. Et il cherchait quelque chose que la veuve gardait là. Peut-être pas de l'argent, mais une preuve. Les lettres voyagent, mais les secrets ont des chemins plus courts. Dehors, un vent frais balayait l'allée, dispersant les premières feuilles sèches de l'hiver. Le son de la sonnette du vélo résonna à nouveau faiblement, lointain désormais, mais inimitable. Miss Marple s'approcha de la fenêtre. « Il reviendra, » dit-elle doucement. « Ceux qui se croient invisibles le font toujours. » Le visage d'Amy pâlit. « Devrions-nous prévenir la police ?»« En temps voulu, » murmura Miss Marple. « Mais d'abord, nous devons voir ce qu'il a laissé derrière lui. » Elle souleva à nouveau l'enveloppe vide. Quelque chose scintillait faiblement dans le papier, bordant un filigrane, à peine visible à contre-jour. 3 initiales entrelacées, HWC. Les yeux de Miss Marple s'assombrirent de réflexion. « Quel raffinement !» murmura-t-elle, comme s'il souhaitait nous rappeler qui avait écrit la dernière lettre. Le filigrane scintillait faiblement à la lumière de la lampe, 3 initiales délicates, qui semblaient presque exprimer un calcul plus qu'un sentiment. Miss Marple tenait l'enveloppe entre le pouce et l'index.
la tournant lentement, l'air indéchiffrable. Amy Gibbs la regardait avec de grands yeux, ceux qui espéraient être rassurés, mais soupçonnaient que la connaissance était un réconfort bien plus froid. « HWC » murmura enfin Miss Marple. Moins une signature qu'un héritage de culpabilité. Amy déglutit difficilement. « Vous pensez que ça veut dire Henry Weatherby, mademoiselle ?» Et Madame Clement. Miss Marple secoua légèrement la tête. « Je pense, ma chère, que lorsque les hommes de certaines professions mélangent leurs lettres et leurs allégeances, l'alphabet devient peu fiable. » Elle glissa l'enveloppe dans son réticule et se leva. Le mouvement, si doux fut-il, sembla transformer la pièce elle-même. L'air changea. Le tic-tac de l'horloge redevint soudain audible. « Il va falloir qu'on fasse une petite promenade, » dit-elle doucement. Une petite promenade, mais peut-être assez révélatrice. La fille hésita. À cette heure-ci, Miss Marple sourit faiblement. Les secrets, comme les renards, préfèrent le crépuscule. Ils s'engagèrent ensemble dans l'étroite ruelle, la lumière du soir fine et ambrée derrière les nuages. St. Mary Mead avait tiré ses rideaux, seule une lampe éclairait faiblement derrière la dentelle. Quelque part, une radio diffusait une valse trop joyeuse pour l'heure. Miss Marple ouvrait la marche d'un pas étonnamment vif pour son âge, son châle flottant comme l'aile d'un oiseau déterminé. Arrivée au presbytère, elle s'arrêta sous la haie d'if. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un mince filet de lumière qui filtrait par la fenêtre du bureau. « Tu vois » murmura-t-elle. « Il n'est pas encore réveillé. » Amy regarda à travers les feuilles. « Monsieur Clément. » Miss Marple hocha la tête. Un ecclésiastique consciencieux, mais pas à l'abri de l'inquiétude. Et l'inquiétude, associée à la connaissance, est un stimulant dangereux. La silhouette du vicaire se déplaçait derrière la vitre, arpentant la pièce. Il s'arrêta au bureau, décrocha un combiné, puis hésita et le raccrocha. Miss Marple plissa les yeux. « La conscience, murmura-t-elle, tend toujours le combiné, mais c'est rarement qui appeler. » Amy laissa échapper un léger soupir. « Tu crois, mademoiselle? Sûrement pas. »« Ma chère, » dit gentiment Miss Marple, « il est bien trop tôt pour juger ce que chacun a fait, mais il n'est jamais trop tôt pour comprendre ce qu'ils craignent. » Un bruissement de lumière résonna dans le couloir, et la femme du pasteur apparut brièvement à la porte, sa robe de chambre serrée. Elle parlait doucement, d'un ton suppliant, peut-être. Son mari secoua la tête, fit un geste vers le bureau et se retira. La lumière baissa, puis disparut complètement. Miss Marple se détourna. « On en a assez vu pour l'instant. » Ils marchèrent en silence un moment. Les pas d'Amy raclaient nerveusement le gravier. « Tu ne crois quand même pas que Madame Clément voulait lui faire du mal, n'est-ce pas ?» Elle avait l'air si brisée. « Les choses brisées peuvent être tranchantes, ma chère, » répondit Miss Marple. « Et parfois, ce n'est pas la méchanceté, mais l'amour qui blesse le plus profondément. » Ils atteignirent le carrefour où le chemin divisait un chemin vers le presbytère, l'autre vers la voie ferrée qui menait à Much Benham. Miss Marple s'arrêta, le regard fixé sur le panneau. « Cartwright, » dit-elle doucement, « prétendait venir de Londres. Mais vous avez vu comme il maniait son vélo, avec quelle facilité il trouvait les chemins. Aucun étranger ne pourrait le faire sans chaussures boueuses. » Amy cligna des yeux. « Alors, il est du coin. Où l'était autrefois ?» Son ton était empreint d'une gravité pensive. On oublie souvent que le passé a la fâcheuse habitude de revenir à des lieux familiers. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsqu'une silhouette floue apparut sur le chemin d'un homme, marchant résolument, la tête baissée face au vent. Le même par-dessus gris, la même démarche rapide et posée. Il ne les remarqua pas. Au lieu de cela, il s'arrêta devant le portail du presbytère, sortit une clé et entra silencieusement. Amy serra le bras de Miss Marple.
Il est là. Mais comment le vicaire pourrait-il lui donner une clé? Les lèvres de Miss Marple s'incurvèrent en une vague expression de compréhension. Car peut-être il n'est pas seulement un avocat, ou peut-être, ma chère, sait-il donner un avocat. Ils attendirent que la porte se referme derrière lui. Puis Miss Marple fit demi-tour et reprit le chemin du retour, son esprit ressassant les petites incohérences de la journée. L'horloge réglée, l'enveloppe sans adresse, le médaillon qui avait 2 visages au lieu d'un. Chacun, elle le savait, évoquait la dissimulation, mais pas la même. Devant le portail de son chalet, elle s'arrêta. « Tu dois rentrer, Amy. Ferme ma clé et ne parle plus de tout ça. Demain sera plus bruyant que nous ne le souhaiterions tous les deux. » La fille hésita, réticente à partir. « Mais, Miss Marple, et s'il revenait ?»« Il le fera, » dit doucement Miss Marple. « Et il apportera la vérité avec lui, même s'il n'en a pas l'intention. » Après le départ d'Amy, Miss Marple resta dehors, à écouter. La nuit résonnait faiblement de sons lointains, l'aboiement d'un chien, le murmure du vent dans la haie. Puis, faible et inimitable, retentit le léger clic d'un loquet qu'on soulevait non loin de là. Elle se tourna, les yeux plissés, vers le chemin qui menait au presbytère. Une lumière brilla brièvement à travers les arbres, se déplaçant comme portée par une main gantée. Elle s'arrêta, vacilla, puis s'éteignit. Miss Marple attendit encore un instant avant de rentrer. Elle verrouilla la porte, posa son réticule et resta près de l'âtre, silencieuse. « Trop de lettres », murmura-t-elle en silence, et pas assez de lecteurs aptes à les recevoir. Quelque part au-delà du village, peut-être en direction de la voie ferrée, un sifflement unique et retentissant retentit, long et bas. Porté par le vent, il s'estompa jusqu'à disparaître, ne laissant derrière lui que le léger grincement de l'enseigne du chalet se balançant dans l'air froid. Miss Marple tira les rideaux, son esprit préparant déjà la première visite de la matinée à un certain ecclésiastique qui, soupçonné, avait gardé bien plus que la foi. Le matin arriva, fragile et pâle, sa lumière hésitant à effleurer le givre qui s'accrochait encore aux haies. St. Mary Mead paraissait d'un calme trompeur, comme toujours lorsqu'un scandale couvait sous la surface. La cloche de l'église sonna doucement pour l'enquête, et les rideaux ondulaient le long de la rue principale, les villageois faisant semblant de ne pas regarder qui entrait et qui l'évitait. Miss Marple marchait d'un pas vif, ses gants noirs boutonnés jusqu'aux poignets, un petit bouquet de fleurs d'hiver soigneusement épinglé à sa main. Revêtement emblème, peut-être, du respect ou de l'ironie. Dans la salle paroissiale, des voix bourdonnaient comme des guêpes contenues. L'inspecteur Cray se tenait au premier rang, la mâchoire serrée, sa patience réduite à une politesse usée. Le coroner, un homme solennel qui préférait l'ordre, à la vérité, s'éclaircissant la gorge à plusieurs reprises, comme pour tenter de retrouver son calme. Madame Clément était assise à côté de son mari, le visage pâle mais content. Amy Gibbs occupait une chaise au fond, tordant son mouchoir avec une tristesse silencieuse qui semblait déplacée parmi les regards fascinés du village. Miss Marple entra discrètement, adressant un signe de tête au vicaire d'un air interrogateur. Il lui rendit son geste avec ce qui ressemblait à de la gratitude ou un avertissement. Cray ouvrit la procédure. La défunte, Madame Harriet Weatherby, veuve de feu, Monsieur Henry Weatherby, fut retrouvée sans vie dans sa chambre à Gossamer Cottage, le 10 au soir. La mort semble paisible, même si des interrogations subsistent quant à sa cause. Il jeta un coup d'œil au coroner. L'autopsie du docteur Haydock confirme l'absence d'empoisonnement et de traumatisme. Pourtant, les documents manquants et la lettre retrouvée hier suggèrent un mobile d'un autre ordre. Le coroner fronça les sourcils. « Vous voulez dire du chantage ?»« Peut-être, » dit Cray. « Ou plutôt,
Il en avait peur. Madame Wetherby avait récemment reçu une correspondance anonyme, faisant allusion à un règlement de compte pour un événement survenu à l'étranger, à Vienne plus précisément. Il y avait aussi l'affaire du soi-disant trust de M. Wetherby, qui aurait contenu des actifs étrangers considérables. Un murmure parcourt la salle. La main de Madame Clément se serra sur ses genoux. Le vicaire s'agita, mal à l'aise, son col luisant trop blanc sur son visage troublé. Miss Marple observait sans ciller. C'était toujours pareil. Elle reflétait le décor dressé pour la vertu publique, avec une culpabilité palpitante, invisible derrière le rideau. Elle remarqua que le regard du vicaire évitait celui de sa femme, et qu'Amy tressaillait chaque fois que le ton de l'inspecteur durcissait. La respectabilité, comme la dentelle, était censée dissimuler le tissage, mais sous une bonne lumière, elle trahissait chaque motif. Cray poursuivit. Il y a cependant un autre personnage dans cette affaire, un homme se faisant appeler Harold Cartwright. Il prétendait être clerc de notaire, mais aucune trace de son emploi n'existe. Des témoins le décrivent arrivé à vélo. Une lettre reçue ce matin, remise en main propre et non par la poste, porte ses initiales. Elle menace de représailles pour des événements liés au domaine de Wetherby. Le coroner s'est penché en avant. Vous croyez qu'il faisait chanter Madame Wetherby? Cray hésita. Peut-être. Ou pour protéger le secret de quelqu'un d'autre. À ces mots, un léger sanglot s'échappa de Madame Clementa, étouffée, vite étouffée par sa main gantée. Le vicaire se pencha vers elle, mais elle se détourna légèrement. La pièce se figea, le silence pesant entre compassion et curiosité. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Le deuil n'est jamais simple », murmura-t-elle presque pour elle-même. Mais l'inspecteur comprit ses paroles et fronça les sourcils. « Mademoiselle Marple, » dit Cray, « vous avez été parmi les premières à revoir Madame Wetherby après son effondrement, puis après sa mort. Vous avez vu la nature humaine plus que la plupart d'entre nous. Qu'en pensez-vous » Ses aiguilles à tricoter claquaient doucement sur ses genoux lorsqu'elle répondit. « Je crois comprendre, inspecteur, que les êtres humains meurent rarement d'une seule chose. Un cœur peut lâcher, certes, mais parfois parce qu'il a supporté trop de silence. Si Madame Wetherby a reçu une lettre de Vienne, je soupçonne que ce n'était pas pour l'extorquer, mais pour lui rappeler. La culpabilité et le souvenir sont tous deux mortels lorsqu'on les laisse de côté. » Il y eut un murmure, mi-sceptique, mi-inquiet. Le coroner s'éclaircit la gorge. « Vous suggérez une cause morale plutôt que criminelle ?»« Oh non, » dit doucement Miss Marple. « Les deux sont rarement séparés. L'enquête se termine peu après, avec un verdict non concluant d'insuffisance cardiaque due à un stress d'origine inconnue. » La salle commença à se vider, chaque villageois emportant avec lui la version de la vérité qui lui convenait le mieux. Miss Marple s'attarda. Elle vit Cray s'entretenir à voix basse avec le docteur Haydock, tandis que les Clément sortaient discrètement par la sacristie, la main du vicaire posée trop légèrement sur l'épaule de sa femme pour laisser entrevoir un réconfort. Amy s'approcha, les yeux rouges. « C'est fini, mademoiselle. Ils ne chercheront plus loin. » « Officiellement, » dit Miss Marple en attachant son manteau, « mais les fins officielles sont plutôt comme des tombes. Elles n'enterrent que ce qui est visible. » Dehors, le ciel était bas, couvert de neige fraîche. Le village, serein de nouveau, semblait tendu comme un fil avant de se rompre. En s'engageant dans le chemin, Miss Marple remarqua la légère empreinte des pneus de vélo sur le bas-côté, menant non pas au cottage, mais au presbytère. Elle se pencha brièvement, effleurant du bout des doigts la terre gelée. Il est donc revenu. Elle suivit les traces un peu avant qu'elles ne disparaissent dans le gravier du cimetière. Au portail, une silhouette apparut l'inspecteur Cray, le souffle embrumé par le froid. « Vous les avez vus aussi, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Oui, oui, » répondit Miss Marple,
et je crois qu'il a fini ses courses pour de bon. Les yeux de Cray se rétrécirent. Que voulez-vous dire? Elle sourit faiblement, ce qui signifiait que les hommes qui prétendaient distribuer des lettres se retrouvaient parfois à les récupérer, surtout quand ces lettres n'ont plus besoin d'être lues. Ils restèrent un moment ensemble, écoutant le silence étouffé. Du clocher de l'église, un pigeon s'envola, ses ailes fendant le ciel pâle. Cray reprit la parole, à voix basse. « Tu crois que le vicaire est impliqué? » « Je crois, » dit Miss Marple, « que chaque âme de ce village a écrit une partie de cette lettre de sa propre main. Et l'une d'elles, je crois, vient de manquer d'encre. » L'inspecteur la regarda d'un air sévère, mais elle s'était déjà détournée, son expression douce, ses pensées tout sauf douces. La question de l'inspectrice persista dans l'air froid du matin bien après que Miss Marple se fut détournée. La neige, hésitante mais inévitable, avait commencé à tomber en fins flocons blancs, se déposant sur les pierres du cimetière, brouillant les noms gravés jadis. Cet effacement silencieux de la clarté convenait à St. Mary Mead, pensa-t-elle. Le village préférait que ces vérités soient étouffées sous une bonne couche de pudeur. À midi, le silence s'était épaissi. Les pas étaient étouffés, les portes se fermaient plus tôt et les conversations se réduisaient à des murmures. Pourtant, au presbytère, chaleur et malaise partagèrent le même foyer. Le révérend Clément était assis, raide, devant le feu, une tasse de thé intacte refroidissant à côté de lui. Sa femme, pâle mais posée, se versa une autre tasse d'une main qui ne tremblait plus. Entre eux, le silence planait comme un lourd drap. La sonnette retentit doucement. Le vicaire se leva, reconnaissant de l'interruption. Mais lorsqu'il ouvrit la porte et vit Miss Marple debout, l'air réservé, un léger sourire sous son voile, il hésita avant de l'inviter à entrer. « Pardonnez-moi pour l'intrusion », dit-elle doucement en franchissant le seuil. « Je ne supporte pas les lettres non envoyées. Elles ont tendance à perturber le sommeil. » La tasse de thé de Madame Clément claqua légèrement contre la soucoupe. « Nous n'avons pas de lettres ici, Miss Marple. »« Ah, » dit Miss Marple d'un ton doux, « mais il en est arrivé un ce matin, au cottage, et un autre, bien plus vieux, a été trouvé là où personne n'a pensé à chercher. » Le vicaire se raidit. « L'inspecteur Cray nous a déjà interrogés en détail. »« J'en suis sûr, » répondit Miss Marple, « mais les policiers, cher révérend, lisent ce qui est écrit. Ils ne lisent pas toujours ce qui est sous-entendu. » Elle s'assit sans attendre qu'on lui en propose une, et tira de son réticule une petite enveloppe, celle marquée du filigrane HWC. Je crois que celle-ci n'était pas destinée à Madame Wetherby, ni à vous, Madame Clément. Elle était destinée à rentrer chez elle, comme un oiseau qui a volé trop longtemps sans se reposer. Les yeux de Madame Clément s'emplirent d'effroi. « Vous avez donc lu. »« Seulement l'extérieur, » dit doucement Miss Marple. « C'était bien assez. Ces initiales sont une belle invention, n'est-ce pas? Henry Wetherby, ecclésiastique. Un pseudonyme qui convenait parfaitement à un homme qui a vécu 2 vies, l'une sous l'œil de Dieu, l'autre sous une autorité totalement différente. Vienne, je crois, était le lieu de sa seconde vocation. Le vicaire le fixa, le visage décoloré. « Vous accusez les morts, Miss Marple. »« Je ne l'accuse jamais, » dit-elle. « Je me souviens, c'est tout. Et je me souviens aussi que pendant la guerre, certains comptes caritatifs ont été utilisés à des fins bien moins charitables. M. Wetherby était peut-être trop malin. Il a transféré de l'argent, des noms, des allégeances. Et quelqu'un, peut-être celui qui a signé Cartwright, a veillé à ce que ces transferts restent secrets. » Madame Clément se leva brusquement. Ce fut alors du chantage. « D'une certaine manière, » dit Miss Marple, mais pas du genre sordide qu'on lit dans les romans. C'était un arrangement bien ficelé entre maîtres chanteurs. Le prix du silence était la culpabilité.
et la seule monnaie d'échange appropriée était le remords. Le vicaire se laissa retomber sur sa chaise, les mains jointes. « Nous le savions », murmura-t-il. « À la mort d'Henry, Harriet me montra la lettre. Elle était destinée à ma femme. Elle l'avait cachée toutes ces années. Je pensais qu'elle l'avait brûlée. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Elle le voulait, mais elle ne parvenait pas à détruire ce qui prouvait que la décence de son mari n'était pas que du prix. L'amour est terriblement têtu, voyez-vous. Le sang-froid de Madame Clément s'est brisé. Je suis allé la voir ce soir-là pour la supplier de me la rendre. Je pensais qu'elle me pardonnerait. Au lieu de cela, elle m'a montré les livres de comptes, la lettre de Vienne et la liste des noms. Elle a dit qu'elle avait décidé de dire la vérité aux autorités, à tout le monde. Et puis, Seigneur, elle s'est mise à trembler. La voix de Miss Marple reste calme. Tu lui as donné le ton. Je ne voulais pas. La femme du pasteur s'interrompit, s'étranglant dans ses paroles. Je pensais que cela l'apaiserait. Elle tremblait. Je ne savais pas que son cœur était faible. Quand elle s'endormit, je crus que c'était la paix. Le vicaire laissa tomber sa tête entre ses mains. Le feu crépitait, projetant des ombres déformées sur les murs. Miss Marple les regarda, tous deux coupables et complices, liés par la bienséance. « Et la boîte en fer blanc ?» demanda-t-elle doucement. « C'était à Henry, » murmura Madame Clément. « Il le lui avait confié, des années auparavant. Je l'ai pris cette nuit-là, pensant que cela mettrait fin à mes souffrances. Mais je ne pouvais pas le détruire. Je l'ai caché dans la sacristie. » Miss Marple hocha la tête. Et là, naturellement, le seul homme qui savait où chercher le trouva. Cartwright, peut-être un associé survivant de ces transactions viennoises, le trouva. Sa lettre d'aujourd'hui n'était qu'un écho du dernier avertissement des Pattes concernant une dette désormais impayée. Le vicaire leva brusquement les yeux. Puis Madame la mort de Wetherby était-elle un accident, ou c'était de la pitié, bien qu'involontaire, dit Miss Marple. Le tonique calma son cœur. Une gentillesse terrible. Et sa propre lettre, celle qu'elle essaya d'écrire à la fin, était une absolution pour vous deux. Je crois qu'elle vous a pardonné bien avant que vous ne le demandiez. Pendant un long moment, personne ne parla. Le vent dehors avait calmé la neige qui se pressait doucement contre les vitres. Madame Clément pleurait sans bruit, ses larmes coulant comme une confession rendue visible. Son mari, pâle et immobile, fixait le feu comme s'il pouvait brûler sa honte. Enfin, Miss Marple se leva. « L'inspecteur Cray comprendra suffisamment pour vous épargner. C'est un homme pragmatique, et le pragmatisme, en pareille matière, passe souvent pour de la clémence. Le village croira que la veuve est morte de choc. Qu'il le fasse. » Madame Clément leva les yeux, bouleversée. « Et vous, Miss Marple ? Que leur direz-vous ? » « Rien, » dit-elle doucement. « Les villages prospèrent grâce à leurs propres explications. De plus, chaque foyer a besoin de son fantôme pour lui rappeler que la respectabilité a des limites. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour enfiler ses gants. Il y a peut-être un réconfort. L'amour, mal dirigé, peut faire terriblement de mal. Mais il peut aussi garder un secret bien plus longtemps que la haine. Dehors, la neige s'était mise à tomber plus fort, recouvrant le chemin, adoucissant chaque limite. Miss Marple marchait lentement, son souffle embrumant l'air. Les chaumières brillaient faiblement derrière les rideaux, chacune contenant sa part discrète de déception et de dévotion. En arrivant à son portail, elle vit l'inspecteur Cray qui l'attendait sous le lampadaire. Il inclina son chapeau. « Vous êtes allé voir Clément. » Elle sourit faiblement, livrant simplement ce qui n'avait pas été envoyé. Il étudia son visage, n'y trouva aucune réponse et hocha la tête. « Quoi qu'il en soit, » dit-il, « le village dormira mieux maintenant. »« Peut-être, » dit Miss Marple en regardant vers le clocher de l'église, « mais il ne faut jamais confondre le sommeil avec la paix. » Il émit un petit rire pensif et se détourna.
Miss Marple le regarda disparaître dans la neige, puis rentra. Son foyer était encore chaud. Sa chaise l'attendait. Elle s'assit, reprit son tricot et commença un autre rang, avec une précision silencieuse. Dehors, le vent soufflait sur les toits du village, et quelque part, au loin, une horloge sonna une fois, claire, solennelle et parfaitement à l'heure.